merci d'être venu, malgré la pluie. Je suis très heureux de pouvoir vous accueillir aujourd'hui à l'amphithéâtre de l'Université de Guyane, au nom du laboratoire de l'unité de recherche MINEA, Migration, Interculturalité et Éducation en Amazonie. Alors, si vous êtes là ici, c'est pour le site de conférence, c'est dans le cadre d'un travail de recherche, d'un projet qu'on mène en commun, le laboratoire MINEA, la CACL, dont aujourd'hui sont présents deux représentants, que je remercie beaucoup au passage, et la CTG, un projet qui traite qui nous amène à traiter des rites de passage à l'âge adulte. Alors, on a déjà entendu pas mal de collègues, Clarisse Ansou-Taro, Marc-Alexandre Taro, qui nous ont parlé du rite de passage à l'âge adulte chez les jeunes filles Lushinagé. Mireille Badami, qui a traité de la question du mariage comme rite de passage chez les jeunes filles Kalina. Mara Sierra Jiménez, qui travaille au Muséum d'histoire naturelle et qui a traité de la question de la relation entre la nature et l'homme et de la manière dont les rites de passage venaient symboliser ce lien à la nature. Jocelyn Lachance, qui co-dirige avec moi l'ouvrage collectif auquel participent tous ses collègues, dont Pierre Palmiste, bien entendu, et qui, lui, Jocelyn Lachance, a parlé des théories portant sur les rites de passage, notamment la théorie de Van Denen, pour la remettre en question. Le but de ce projet, c'est de pouvoir mettre en valeur les traditions que l'on retrouve en Amazonie, en Guyane et ailleurs, pour pouvoir en montrer la valeur, mais aussi toujours de manière comparative, pour pouvoir essayer de comprendre ce qui s'est perdu dans les sociétés dites modernes, les sociétés occidentales, les sociétés dans lesquelles ces rites de passage qui visent à accompagner la jeunesse vers l'âge adulte. Alors, aujourd'hui, c'est donc Pierre Palmiste, qui est maître de conférence en études anglophones, qui intervient. Alors, Claire, elle a réalisé une thèse qui visait à étudier et à comprendre les enjeux liés à l'adoption transraciale d'enfants autochtones par des parents américains. Donc, elle a travaillé sur ces enjeux-là. Elle travaille aujourd'hui sur les populations amérindiennes, autochtones, aux USA et dans la Caraïbe. Et puis, elle s'intéresse aussi à la question de la prise en charge de la jeunesse délinquante aux Antilles et en Guyane. Elle en fait une histoire, elle retrace l'histoire. Elle a déjà intervenu plusieurs fois dans cette amphi pour parler, notamment la dernière fois que j'ai entendu, c'était l'histoire de la prise en charge de la jeunesse délinquante en Guyane. Et aujourd'hui, elle va nous parler du travail, de l'étude qu'elle a menée auprès des professionnels du CER de cacao, des professionnels et des adolescents au CER de cacao, avec une question, si je ne me trompe pas, c'est savoir en quoi ces 6 mois passés dans la nature, le contact d'adulte avait eu un rôle transformateur chez ces jeunes. Alors, je vous demande juste, s'il vous plaît, de bien penser à éteindre les téléphones portables qui viennent souvent nous distraire et parfois parasiter nos échanges et capacité à nous entendre les uns les autres pour pouvoir écouter avec attention, Pierre, que je suis très heureux de recevoir aujourd'hui à l'enfant. Merci. Merci beaucoup, Sébastien. Très bien. Bonsoir à tous. Merci infiniment. Je vous remercie pour votre présence ici.
d'être venu m'écouter. Alors, donc, je me présente à nouveau. Alors, avant tout, je tenais à m'excuser parce que j'aurais probablement, puisque 1 heure, c'est long quand on a mal à la gorge. Je suis désolée, ça arrive à des moments où on ne s'attend pas trop. Donc, je vous prie de m'excuser à l'avance. J'aurai probablement des quintes de tout. Pas de panique, hein. Je suis assez loin de vous pour ne contaminer personne. Mais donc, à ce moment-là, je ferai une petite pause d'1 minute, question de m'hydrater un peu la gorge et je reprendrai, j'espère, de plus belle. Alors, je suis Claire Palmiste, comme Sébastien l'a dit. Je suis maîtresse de conférences en études anglophones. Je suis également membre de l'unité de recherche MINEA de l'Université de Guyane. Alors, ma recherche s'articule autour de 2 axes. Le premier axe, c'est les politiques sociales à l'égard des peuples autochtones en Amérique du Nord, mais également de la Caraïbe. Le deuxième axe, c'est la prise en charge des mineurs difficiles ou des mineurs délinquants dans 2 espaces linguistiquement distincts, la Caraïbe anglophone et les départements ultramarins de la Caraïbe. Donc, je tenais à remercier plusieurs personnes. Je ne vais pas trop être trop longue, mais je tenais à le faire. Premièrement, Sébastien et Jocelyn Laplanche, Sébastien Chaplon et Jocelyn Laplanche. Pourquoi? Parce que pour avoir associé un certain nombre d'enseignants-chercheurs à ce projet, autour de ce projet de publication de cet ouvrage collectif, je tenais également à remercier particulièrement Sébastien parce que je pense que cette recherche n'aurait pas été possible si Sébastien ne m'avait pas un peu poussé à le faire. Il savait que je travaillais sur, par rapport à cette approche, par rapport à l'approche historique, pardon, je travaillais sur la prise en charge des mineurs difficiles en Guyane française. Mais jusque-là, j'avais un peu attendu, c'est faute de temps, j'avais attendu de pouvoir faire la démarche, une autre démarche, celle d'aller à la rencontre de ces mineurs et surtout de pouvoir dresser une sorte de carte qui me permettrait de comprendre en fait comment, de nos jours, on met en œuvre la protection des mineurs délinquants en Guyane. Donc en fait, vraiment merci parce que ça a été décisif avec ce projet d'ouvrage collectif. Donc je n'avais pas trop le choix que de commencer cette recherche et ça m'a fait du bien. Ça m'a fait du bien parce que ça m'a permis en fait de pouvoir, parce que j'ai commencé par l'approche historique, essayer de comprendre historiquement comment cette prise en charge s'est mise en place et ça m'a fait du bien de pouvoir faire un pont entre l'histoire et ce qui se passait de nos jours. Donc, merci beaucoup. Ensuite, je voudrais remercier chaleureusement, infiniment également, la direction et l'équipe éducative du Centre éducatif renforcé de Cacao. Et je crois aussi, sans eux, je n'aurais pas pu mener à terme cette recherche parce qu'ils m'ont ouvert leurs portes. Je les remercie pour leur générosité, d'avoir toujours été là pour m'expliquer, m'aider à mener dans des conditions très décentes cette recherche. Je remercie le directeur, Monsieur Gourmelin. Je remercie également la chef de service, Chloé, ainsi que les éducateurs qui ont pris le temps de discuter, de m'expliquer, et bien sûr qui m'ont permis aussi de mener cette recherche. Voilà, donc c'est important voilà, la recherche
la recherche, on l'a fait si les moyens sont là, si les conditions sont réunies. Et là, les conditions étaient réunies pour lancer cette recherche, cette étude. Alors tout d'abord, dans un contexte national où le débat sur l'encadrement des mineurs délinquants par des militaires refait surface, mettant en avant des acteurs au devant de la scène politique, bien sûr, des acteurs qui appellent à un durcissement des principes de rééducation des mineurs difficiles. Il s'agit donc en fait l'objectif de cette étude était de présenter les dispositifs actuels d'encadrement des mineurs délinquants en Guyane française. Et donc, je me suis concentrée sur l'analyse d'un de ces dispositifs. Je ne prétends pas faire une présentation exhaustive ni générale des dispositifs, mais de ce dispositif qui est mis en place en Guyane française. Et donc, d'où cette étude que j'ai menée en 2022 auprès des mineurs, ces mineurs qui ont été admis au centre éducatif renforcé de Cacao. Donc, je me suis interrogée sur l'efficacité de ce dispositif de rééducation en milieu naturel, tout en examinant dans quelle mesure le placement de ces mineurs pouvait être appréhendé comme un rite de passage. Ensuite, aujourd'hui, j'espère qu'on pourra mener une réflexion plus large sur les atouts culturels, géographiques de la Guyane française, justement en s'appuyant sur cet exemple, je dirais, positif. Donc, je vais présenter dans une première partie la délinquance des mineurs en Guyane française, quelle est la réalité, pour aborder l'étude, pour présenter l'étude qualitative de 2022. Et ensuite, la troisième partie, j'aborderai, je lancerai, je pense, cette réflexion sur les modèles, sur ce modèle en particulier, dans quelle mesure elle peut être étendue, non plus, ou peut-être aussi pour la rééducation, mais également pour la prévention de la délinquance. Alors, je vais commencer par une présentation des données sur la délinquance des mineurs en Guyane française. Alors, la première chose première difficulté à laquelle j'ai été confrontée, c'est à l'absence des données accessibles sur la délinquance des mineurs en Guyane française. Ensuite, je vais parler des actions des institutions, des facteurs qui accroissent la délinquance des mineurs en Guyane française, pour finir par une présentation rapide sur le cadre juridique et institutionnel de la protection des mineurs délinquants. On commence par on commence par la réalité de la délinquance des mineurs en Guyane française, les chiffres. Aborder cette partie-là me permet en fait de rendre compte en fait des difficultés d'accès à des données qui pourraient renseigner sur le nombre de mineurs délinquants, le nombre de mineurs qui passent devant la justice en Guyane française. Et donc, cette absence de données accessibles est compliquée, puisque autant dans les années 1940, 1950, 1960, avec les archives judiciaires, c'est possible de quantifier, même si on est loin de la réalité, mais on a une possibilité de quantifier, de dire quelle est l'étendue de cette délinquance.
Autant maintenant, c'est compliqué. Les données ne sont pas accessibles directement. Alors, il y a bien sûr des informations, des données. Par exemple, un bilan publié annuellement par la préfecture qui donne ce que je qualifie de données parcellaires. Pourquoi? Parce que vous avez des chiffres, on vous présente un bilan des différents actes de délinquance, vol de véhicules, vol à main armée, cambriolage, coups et blessures volontaires, violences sexuelles, violences intrafamiliales, des crimes aussi, les homicides. Mais à aucun moment, il est possible d'obtenir des chiffres sur la représentation des mineurs dans ces délits, dans ces actes, dans ces délits et pour ces crimes. Alors ensuite, c'est comme si on avait un ciel obscur, un ciel très obscur, et où émerge un petit nuage, une petite lueur d'espoir, avec des données qui sont quelques données. Par exemple, en 2018, ce sont des données extraites de la CTG en 2018 qui citent les agents de la protection judiciaire de la jeunesse de Guyane ont traité 996 dossiers judiciaires, dont 306 mesures judiciaires et d'investigation éducative réparties entre 221 mesures au civil et 85 mesures au pénal. Voilà, ce sont les données qui sont accessibles, parcellaires, bien sûr. Donc, en l'absence de ces données n'indique pas que les institutions sont vouées à l'inaction, c'est-à-dire ne puissent rien faire, au contraire. Ce que j'ai pu observer, c'est qu'il y a des institutions qui sont conscientes du phénomène, de l'expansion de ce phénomène. Elles sont aussi conscientes, elles sont en quête de solutions. J'ai pas bien sûr exhaustif, j'ai répertorié quelques actions et séminaires pour la plupart. En 2010, un séminaire qui a pour but de susciter la réflexion autour de la prévention, pas de la rééducation, mais plutôt de la prévention des délinquances dans les enfants. Un séminaire qui est très général, on y traite les différents types de délinquance, pas seulement de la délinquance juvénile. Et ce qui est intéressant, c'est que ce qui en est, c'est ce détail. La prévention de la délinquance chez les jeunes. Je dis la spécificité du texte, la délinquance qui territoire spécifique qui donne une attention particulière. Sur l'organisation, comment identifier les actionnés en milieu scolaire, les actionnés à l'institution, et à la moralité, les sexualités de l'enfant. En fait, tous les types d'éléments sont une concentration sur la délinquance juvénile. Le 10 novembre 2012, il y a eu une avec l'invitation d'un enseignant-chercheur, Laurent Mogeri, a publié un article matériaux pour étudier les délinquances en 2013.
Donc, Laurent Muccelli est directeur de recherche au CNRS. Il a donc, suite à sa invitation, enfin, durant son séjour en Guyane, donc il a mené une étude en contactant les différents acteurs qui mettent en place des actions de prévention de ces différents types de délinquance. Ensuite, le 6 juin 2024, il y a eu un colloque sur l'addiction et les phénomènes de mule à Makouria, qui montre en fait que ces acteurs institutionnels sont conscients du problème et qu'il y a aussi une réflexion autour de la prévention. Je vais donc présenter rapidement les facteurs qui, selon moi, ce n'est pas une présentation subjective, mais qui s'appuie bien sûr sur d'autres travaux qui tendent à montrer aussi qu'il y a certains facteurs qui favorisent, qui accroissent la délinquance des mineurs. Donc ici en Guyane, il faut noter je dirais la juxtaposition de plusieurs facteurs qui concourent à faire de la Guyane un territoire singulier. Premièrement, il y a cet effet de boule de neige dû à l'accroissement l'accroissement démographique considérable qui induit une forte natalité et une augmentation de la population de jeunes. Donc en fait, on a un territoire où la moitié de la population a moins de 20 ans. Ce sont les données publiées par l'INSEE. Un taux élevé de filles mères et de familles monoparentales, 41,2% en 2016. Ce territoire est aussi marqué par un accroissement des inégalités, avec 53% de la population qui vit en dessous du seuil de pauvreté en 2017. Si on compare avec la France hexagonale, c'est 14% en France hexagonale. Il y a aussi une augmentation du taux de pauvreté, une précarité importante liée au flux migratoire important. Et donc en Guyane, selon les chiffres publiés par l'INSEE en 2017, 53% de la population vivrait donc en dessous du seuil de pauvreté. Une personne sur deux vivrait sous le seuil de pauvreté, donc c'est la même chose. Et bien sûr, les prestations sociales demeurent pour beaucoup de foyers les seules ressources de revenus, avec bien sûr ce qui donne un niveau de vie de la population qui est beaucoup plus faible après Mayotte. Donc Mayotte, c'est le territoire où on ressent ces inégalités accrues. Ensuite vient la Guyane française. On note également, selon les données publiées par l'INSEE, un taux de scolarisation qui est inférieur à la moyenne nationale. Donc beaucoup de jeunes en rupture scolaire, en décrochage aussi scolaire. Donc en fait, le bilan qu'on pourrait rapidement dresser par rapport à ces facteurs, c'est que c'est une population jeune, pauvre, et que la juxtaposition ou l'entrecroisement de ces facteurs endogènes entraîne une augmentation inquiétante des délits commis par des mineurs en Guyane française. Je vais rapidement présenter le cadre juridique et la mise en œuvre institutionnelle de la protection des mineurs délinquants. Donc, le cadre juridique, on est sûr depuis 2020, après l'abrogation de l'ordonnance de 1945, ordonnance, un texte fondateur qui marque la nécessité de rééduquer ces mineurs plutôt que de réprimer
de les rééduquer. Donc, il y a le volet éducation qui prime. Donc, après l'abrogation de cette ordonnance de 1945, cette abrogation a été très controversée. Elle a été remplacée par le Code de la justice pénale des mineurs le 1er octobre 2020. Et le but de ce Code de la justice, je veux dire, les institutions ont justifié ce remplacement par le fait que ça améliorerait la visibilité et la rapidité de la justice des enfants. Ça, je cite le ministère de la Justice à cet effet. Maintenant, je vais aborder la mise en œuvre institutionnelle de la protection. Je saurai l'heure puisque je peux être bavarde. La mise en œuvre institutionnelle de la protection des mineurs délinquants, vraiment rapidement, avec la direction de la protection judiciaire de la jeunesse. Ici en Guyane, il y a donc, alors je vais peut-être rapidement parler de, alors excusez-moi, voilà. Donc parmi les institutions qui œuvrent pour la protection judiciaire, la protection des mineurs délinquants, la DPJJ, ensuite la collectivité territoriale de Guyane. Alors c'est intéressant puisque la collectivité territoriale de Guyane a établi un schéma territorial de prévention et de protection de l'enfance. Et c'est un schéma qui est établi sur une période de 4 ans et qui fixe les grandes lignes de ce que l'institution va mettre en place pour la protection des mineurs. Alors, il s'agit de protection de l'enfance en danger, mais aussi de l'enfance délinquante. Voilà. Donc, comme je l'ai souligné, donc la mission l'objectif de ce plan est bien sûr de piloter, d'organiser les politiques d'action sociale. Voilà. Et donc, après lecture de ce schéma, le schéma établi pour la période de 2020 à 2024, on se rend compte, à la seule, on se rend compte que il y a eu un changement bien sûr organisationnel avec suite à la fusion des deux instances, région, département, en 2015, et qui a donné lieu à la création de la collectivité territoriale. Et donc, en fait, cette nouvelle organisation, ce changement organisationnel a mis un frein, c'est reporté de cette manière dans le schéma, dans le rapport. Ces changements ont pu freiner la mise en œuvre de la politique de prévention et de protection de l'enfance. Et donc, je vous invite il est disponible en ligne, et donc je vous invite à le consulter. Vous avez des informations vraiment très pertinentes sur comment se décline cette mise en œuvre de la protection de l'enfance. Je vais passer rapidement à donc, le troisième élément. Vous avez aussi dans ce schéma général d'institutions qui œuvrent pour la protection des mineurs délinquants, vous avez des associations habilitées, et notamment l'association Groupe SOS Jeunesse, qui gère le CER de Cacao, et donc je vais parler plus longuement.
Je vais donc arriver à l'étude qualitative en 2022, après avoir un peu dressé ces différents cadres juridiques, mise en place institutionnelle de cette protection de la délinquance juvénile, protection des mineurs délinquants et prévention de la délinquance juvénile. Je vais donc présenter l'étude qualitative que j'ai menée en 2022. Avant tout, parce que c'est important de connaître les missions, je dirais les missions générales des CER, qui sont déclinées de la manière suivante par le ministère de la Justice. Donc, accueillir un petit groupe de mineurs difficiles, un petit groupe de 6 à 8 mineurs. L'objectif est bien sûr de créer une rupture temporaire du mineur avec son environnement, ainsi qu'avec son mode de vie habituel. Donc, la prise en charge du mineur va reposer sur l'encadrement éducatif et aussi il y a cette volonté de pousser le mineur à reprendre des rituels. Donc, il y a des actions sur comment pousser le mineur à recommencer à effectuer des actes de la vie quotidienne. Et donc, ce rituel se met en place par le biais d'activités. Voilà. Donc, ça, c'est le cadre général des CER. Okay. Et donc, je vais me concentrer maintenant sur la mission du CER de Cacao, avec les 3 objectifs qui visent à l'insertion, à la réinsertion sociale et professionnelle des mineurs délinquants, la rupture, la remobilisation, l'orientation du mineur. Et donc, ces trois grands objectifs sont déclinés de la manière suivante. La rupture, par exemple, consiste à éloigner le mineur de son environnement néfaste. Alors, quand on lit le rapport d'activité du CER qui est publié chaque an, la rupture consiste à l'éloignement du mineur des milieux pathogènes, quartiers, bandes, familles, autres. Et donc, cet éloignement permet de créer un microcosme où chaque jeune devra se défaire des habitudes pour mieux se reconstruire selon les règles, les normes et valeurs de la société. Voilà ce qui est indiqué dans le rapport d'activité du CER de Cacao. Donc, la rupture consiste à isoler ce mineur. C'est parfait. Le centre de Cacao est situé sur un îlet, non loin du village Monk. Je vais en dire un peu plus par la suite. L'objectif de remobilisation consiste à établir des rituels, comme j'ai dit, proposer des activités à ces jeunes en milieu naturel pour développer le savoir-vivre, le savoir-être, le dépassement de soi et la coopération. Alors, cet objectif de remobilisation, elle se décline aussi quand les mineurs sont au centre de Cacao. Par exemple, les mineurs, l'équipe éducative, met en place un calendrier des tâches à effectuer par ces mineurs. Donc, chaque mineur, durant la semaine, a des tâches bien précises à effectuer. Et donc, ça permet aux mineurs de s'impliquer dans ce microcosme. L'objectif de la réorientation consiste à permettre à ces mineurs de suivre un stage en entreprise pour ainsi les aider à dessiner leur projet professionnel. Et c'est une première phase de réinsertion en milieu professionnel.
Alors, je vais parler de cette étude que j'ai menée en 2022. Alors, donc, l'étude s'est déroulée en juillet, de juillet à novembre 2022. J'ai effectué 3 séries d'entretiens. J'ai utilisé un guide d'entretien, c'était des entretiens semi-directifs, individuels, avec 8 mineurs du CR de Cacao. Je me suis aussi entretenue avec la direction du CER, avec l'équipe éducative également. Alors, la première étape, ça a été au mois de juillet de prendre contact avec la direction du CER, qui a globalement dressé les grandes lignes, les missions du CER, les procédures. Donc, ça a été vraiment très utile de pouvoir comprendre comment ces jeunes sont admis au CER, quelles sont les procédures. Ensuite, j'ai rencontré le chef de service du CER, Chloé. C'était aussi intéressant d'avoir encore davantage de détails sur, par exemple, la vie, la vie au centre, comment les journées de ces mineurs, qu'est-ce qui ponctue ces journées, comment se déroulent les journées des mineurs, quelles sont les activités qu'on leur propose. Et donc, le centre de Cacao est situé sur un îlet, à 5 minutes en pirogue du village Manque de Cacao. Donc, j'ai effectué 3 visites dans ce centre à Cacao, sur l'îlet. Donc, bien sûr, j'ai dû prendre la pirogue. Non, avant de prendre la pirogue. Donc, je partais du centre, du siège de l'association groupe SOS Jeunesse, accompagné des éducateurs. Et ensuite, on se rendait donc en minibus à Cacao. Et ensuite, on prenait la pirogue pendant environ 5 à 7 minutes. Et ensuite, on avait accès au site. Et donc, j'ai commencé... je vais parler de tout ça tout à l'heure. Excusez-moi. Donc, pourquoi quel était le but de cette étude? Au début, je voulais donc interroger, questionner un peu le rapport des mineurs à la nature et leur vision du dispositif. Qu'est-ce qu'ils pensaient de ce dispositif? Quel était leur rapport au milieu naturel? Comment ils vivaient ce placement, à la fois dans ce centre isolé et en même temps lors de leur séjour en milieu naturel. Donc, ensuite, plusieurs questions sont je me suis posé plusieurs questions. Donc, ces questionnements, je les ai regroupés de l'angle de l'institution. Par exemple, comment se décline le projet de réinsertion envisagé pour les mineurs dans ce centre et dans quelle mesure ce projet de réinsertion leur permet de retrouver un équilibre au contact de la nature pour mieux appréhender leur prochaine réinsertion sociale et professionnelle. Cette transformation qui était attendue par les institutions. Et ensuite, cela m'a permis aussi de me poser la question sur le rôle symbolique du centre dans cette transformation des mineurs. Une autre question je me suis posé également une autre question sur le placement. Est-ce que le placement constituait une phase particulière durant laquelle le mineur est amené à renoncer à des comportements
et des attitudes contraires aux règles sociétales, et comment, en fait, est-ce qu'on pouvait appréhender ce placement comme un rite de passage. Le placement au centre, le passage au centre comme un rite de passage vers une identité qui serait beaucoup plus stabilisante. Ensuite, d'autres questionnements sont venus de l'angle des mineurs. Est-ce que, comment, face aux attentes institutionnelles, les mineurs perçoivent l'injonction de se remettre dans le droit chemin? Est-ce qu'ils sont conscients des attentes des encadrants et plus généralement des acteurs de la protection judiciaire qui formalisent le projet de réinsertion pour amener ces mineurs dans le droit chemin? Et enfin, dernière question, quelle est l'expérience de ces mineurs en milieu naturel? Donc, la première démarche a été de comprendre en fait l'attente des encadrants à l'égard de ces mineurs. Donc, je me suis appuyée sur le projet d'établissement qui livre globalement les missions et l'organisation du centre éducatif renforcé de Cacao. Et je me suis également appuyée sur les entretiens. Donc, j'ai mené des entretiens auprès de 4 éducateurs, 2 cadres du CER de septembre à décembre 2022. Et donc, le but était de comprendre en fait leurs attentes à l'égard des mineurs. Et donc, pourquoi je pense que c'était primordial d'avoir le point de vue de ces encadrants. Puisque, selon moi, la confrontation des représentations des éducateurs et des mineurs, c'était important de confronter les représentations des éducateurs, aussi celles des mineurs, pour identifier en fait le décalage entre les attentes et la réalité du terrain. Okay? Et puis de déterminer comment les usagers, les mineurs et les acteurs de ce dispositif, les encadrants, s'accordent ou se contredisent face à un objectif à atteindre, qui est de permettre à la sortie du centre que ces mineurs puissent se réinsérer socialement et professionnellement. Ensuite, je vais parler au cours donc, je vais parler un peu des grandes lignes de ces entretiens. Je vais indiquer les grandes lignes de ces entretiens, mais avant tout, parler de la composition de l'équipe du CER, qui est en fait un atout, selon moi, parce que c'est une équipe qui est pluriethnique, pluridisciplinaire, pluriethnique, oui, c'est un atout par rapport au public, pluridisciplinaire parce que à l'issue des différents entretiens, il y a eu des entretiens, des discussions informelles, des entretiens également. Mais à l'issue de ces discussions, je me suis rendu compte que les éducateurs avaient tous une expérience, une très grande expérience du domaine social. Mais également que ces éducateurs avaient aussi une expérience avant d'être éducateurs spécialisés. Et donc, voilà, donc ils mettaient généralement à profit ces expériences, les compétences qu'ils avaient. Voilà. Donc, en termes de composition pluriethnique, donc les cadres du CER, chef de service et directeur, sont d'origine, bon, je dirais pour être politiquement correct, d'origine caucasienne, ils sont blancs. Les éducateurs, en fait, reflètent davantage la diversité ethnique du territoire. Il y a on trouve des éducateurs créoles, bushinengués, brésiliens, d'origine brésilienne.
Et donc, ce que j'ai pu remarquer, c'était cet effort d'impliquer les éducateurs dans le projet d'établissement, parce que beaucoup d'éducateurs sont à l'initiative des projets. On leur demande la direction leur demande d'établir un projet, des projets, et donc ils sont vraiment impliqués dans le projet d'établissement, parce qu'ils sont porteurs de projets. J'ai mis ici un exemple de projet, par exemple. Donc, avant de passer à ça, donc je vais rapidement expliquer un peu ce qui a résulté de ces entretiens. Donc, j'ai pu comprendre en fait comment individuellement et de manière, je dirais, collective aussi, ces encadrants formulaient leurs attentes à l'égard des mineurs. Il y a donc, ce qui en ressort, c'est qu'ils font preuve de beaucoup de curiosité. J'ai des éducateurs qui m'expliquaient, bon, ben, on est très à l'écoute des jeunes. Ils partagent avec nous, on partage avec eux, ou ils partagent avec nous leurs styles musicaux, leur expérience. Et ces éducateurs, finalement, entre ces éducateurs et ces mineurs, il y a cette proximité sans qu'à aucun moment sans à aucun moment ça soit perçu comme une relation qui ne serait pas professionnelle. Donc il y a cette proximité qui permet aux mineurs de se confier, mais en même temps, il y a beaucoup de professionnalisme. Ils font preuve de beaucoup de professionnalisme. Donc je cite rapidement, puisque je vois que le temps est... Ah oui. Donc l'exemple d'un projet proposé et mis, et bien sûr, il y a la mise en œuvre de ce projet par une éducatrice. Donc, parmi tous les éducateurs, il n'y a qu'une éducatrice. Donc, c'est une équipe qui est majoritairement masculine. Et l'exception, donc j'ai choisi de présenter son projet. Donc, cette éducatrice qui a une longue expérience propose aux jeunes la visite de deux établissements qui accueillent des personnes en situation de handicap. Et en fait, elle m'a expliqué que l'objectif, c'est vraiment de faire prendre conscience à ces mineurs des difficultés auxquelles d'autres personnes font face, ce qui leur permet en fait de ne plus se concentrer que sur leurs difficultés, plus se focaliser que sur leurs difficultés, et aussi permettre à ces mineurs d'être un peu plus, d'éprouver plus d'empathie vis-à-vis des autres. La deuxième démarche, je vais rapidement, consistait donc à rencontrer des mineurs. Donc, globalement, j'ai pu m'entretenir individuellement avec 8 mineurs, âgés de 13 à 18 ans, qui, disons, avaient eu des délais avec la justice pour vol avec violence, trafic, homicide. La majorité, juste pour la majorité sont afrodescendants, de conditions très modestes. Qu'est-ce que je peux encore en dire? Donc, en fait, une fois que j'étais sur le site du CA Cacao, la chef de service m'a présenté l'objectif de la recherche. Ils étaient déjà au courant, on leur a demandé leur autorisation, est-ce qu'ils acceptaient de s'entretenir avec moi pour, pour parler un peu de leur expérience, du centre, de leur ressenti. Et donc tous sont acceptés, mais je ne les ai pas tous. Par exemple, lors de la première série d'entretiens, je n'ai vu que 5 mineurs. Deuxième série, j'en ai vu 7. Et
ce n'est qu'à durant la troisième série d'entretien que j'ai vu tous les mineurs. Donc, je me suis appuyée sur l'entretien, voilà. Et donc, la première série d'entretien a eu lieu en septembre 2022. Cette première série avait l'objectif de renseigner, premièrement, le parcours des mineurs, quelles sont les actions, les décisions qu'ils avaient prises, qui les avaient menés au centre de Cacao, leur impression du centre, quelles étaient leurs attentes avant d'arriver, et leur impression maintenant une fois au centre. Comment ils percevaient le fait d'effectuer des activités en milieu naturel, d'être en immersion en milieu naturel, les activités proposées en pleine nature, comment ils percevaient ces activités, leur rapport aussi avec les autres jeunes admis au centre, et ensuite leur perception des éducateurs. En fait, le profil dressé dans le rapport d'activité du CER en 2019-2020, c'est le profil des mineurs est vraiment fidèle à la réalité. On décrit des mineurs qui ont eu des mêlées avec la justice, qui viennent de familles en difficulté, et ça a été le cas. Les entretiens ont permis de valider, de confirmer ces profils. Lors de la première série d'entretien, 4 mineurs avaient fait l'expérience d'accueil, TICAS, PEI du Robert, parce qu'en fait, sur les 8 mineurs, il y en a 2 qui viennent des Antilles françaises. Donc, 4 mineurs ont séjourné en prison. Ils ont décrit des délits et des faits plus graves, vol à la tire dans la rue, port d'armes illégales, violence, braquage, et un mineur est passé devant la justice pour homicide involontaire. Donc, de l'avis de ces mineurs, le centre, ils portent un regard très positif sur le centre. Ça, c'est en septembre. Parce que j'ai relaté un peu leurs propos. Le centre permet de déstresser. C'est mieux que la prison. Je peux enfin dormir tranquille. Et un autre mineur originaire des Antilles n'a pas appréhendé le centre de la même manière que les autres, n'avait pas une impression aussi positive, en disant que durant les projets, dormir en hamac, les projets, c'est-à-dire les activités en milieu naturel, dormir en hamac, sans porte, ça fait peur des voleurs. Et c'est vrai que ce même mineur a eu après, par la suite, donc en octobre et en novembre, adressé un bilan globalement négatif de son passage au centre. Donc, le centre est présenté comme la possibilité de rompre avec les mauvaises habitudes, de faire une pause, de s'impliquer dans les activités. C'est le moyen de retrouver les animaux, et de renouer avec des pratiques de la plus jeune enfance. Certains mineurs ont aussi perçu le centre comme un refuge contre la dureté de l'extérieur, du milieu urbain. Donc je pense que je suis un peu en retard. Je vais faire un peu rapidement. Concernant les activités en milieu naturel, 5 mineurs, le ressenti des mineurs sur ces activités en milieu naturel,
des mineurs étaient, 5 des mineurs ont exprimé ce que j'appelle, bon, ils étaient un peu blasés parce qu'ils m'ont dit, bon, on a l'habitude de camper en forêt, on a l'habitude d'aller à la pêche. Ces 5 mineurs ont exprimé le changement le changement opéré, pardon, en termes d'amélioration du savoir-être, une meilleure aptitude à gérer les conflits avec leurs camarades durant leur séjour au centre. La seconde série d'entretiens, donc a été plus courte et a concerné 7 mineurs, dont 2 qui n'étaient pas présents lors de la première série. Et donc, en fait, je leur ai posé, l'entretien consistait à leur demander comment se déroulait le séjour au centre, comment ils étaient impliqués dans les projets, et également l'avant-dernier point, quel était ce qu'on appelle leur environnement affectif. J'ai plus ou moins repris un test, le test de l'atome social, qui a été développé par un sociologue, psychiatre, Moreno, qui visait à savoir quelles étaient les personnes les plus proches de ces mineurs. Et ces personnes qui pouvaient les aider, ces personnes comment dire, des repères, des personnes clés qui pouvaient les aider et qui pouvaient aussi les soutenir après la sortie, après le départ du centre. Et ensuite, quelles étaient leurs perspectives par rapport au stage qui s'annonçait. Ça a été la seconde série d'entretiens. Feedback positif sur les activités en milieu naturel, pour la plupart. Ce dont je me suis rendu compte en leur demandant quelles étaient les personnes les plus proches d'eux, les personnes à qui ils faisaient confiance. Aucun de ces mineurs n'a cité un membre de leur famille nucléaire dans leur atome social. Par contre, ils ont cité un cousin, une amie, un personnel, un enseignant, mais aucun membre de leur famille nucléaire, ni maman, papa. Alors, la perspective l'idée de partir en stage, ils étaient très enthousiastes, très motivés. Ça, c'est pour la troisième série d'entretiens. Donc, après, 3 mineurs ont été placés dans des structures pour la mécanique, un mineur pour la sécurité, un pour la soudure, 2 en soudure et 2 en restauration, donc dans un établissement de restauration. La troisième série d'entretiens avec les 8 mineurs, novembre, il s'agissait de faire le point avec eux sur le séjour, les projets en milieu naturel, donc revenir sur ces projets et comment ils ont vécu un peu ces stages et le changement opéré depuis le début du placement. Dans l'ensemble, les 8 mineurs sont contents finalement de repartir. Ils ont hâte de retrouver leur famille. Certains évoquent la hâte de retrouver la petite amie. Un évoque la hâte de retrouver la petite amie. Son téléphone et ne plus être dans la nature, de retourner à l'école, de retourner chez sa grand-mère pour recommencer une nouvelle vie. Donc finalement, dans l'ensemble, les mineurs ont, dans l'ensemble, je dis bien, puisque ça n'a pas été unanime, ont eu une expérience très positive de leur placement au centre de Cacao. Par contre, sur les 2 mineurs originaires des Antilles françaises, il y a eu beaucoup de réticences. Un des mineurs, par exemple, m'a confié, le CER ne sert à rien. Ce n'est pas parce qu'on est isolé depuis 4 mois
que les choses vont changer. Selon lui, cette isolation, cet isolement ne sert à rien. Parce que le mineur, une fois à l'extérieur, il va renouer avec ses habitudes. Alors, un mineur a également, le stage s'est bien déroulé de la vie des éducateurs et des mineurs. Par contre, un mineur a signalé un incident sur le lieu de stage parce qu'il avait été suspecté d'avoir volé une boisson alcoolisée. Et selon lui, par rapport à ses antécédents, il aurait été le bouc émissaire. Voilà. Donc, la troisième série d'entretiens a été essentielle pour aussi comprendre la dynamique de groupe, comment les mineurs interagissaient entre eux. Et donc, ce qui en est ressorti, c'est que ces mineurs une sorte de solidarité, d'entente, plus ou moins, s'était établie entre ces mineurs. Par contre, les deux mineurs originaires des Antilles ont parlé de barrières linguistiques et de la dynamique particulière du groupe. Alors, barrières linguistiques, vous me direz, des Antilles françaises en Guyane, on est dans un département, on reste département français, donc on parle français. Mais alors, je vais leur poser la question, mais barrières linguistiques, enfin, ils n'ont pas exprimé cela comme ça, ils m'ont dit, on ne les comprenait pas. Alors, j'ai dit, mais comment ça, vous ne les comprenez pas? Ils parlaient français. Non, non, la plupart du temps, ils parlaient boushnegé. Donc, on ne comprenait rien. Donc, voilà. C'est en ce quoi. Cette barrière linguistique consistait à cela. Ils ne pouvaient pas comprendre le boushnegé. Donc, dynamique particulière du groupe, parce qu'ils m'ont dit, ils ont l'air gentils comme ça, mais madame, c'est la loi du plus fort. Le groupe a, selon eux, a une dynamique particulière. Il y a eu des problèmes relationnels, des embrouilles, comme il le cite, avec des jeunes pour des choses minimes. Il m'a cassé ma boucle d'oreille, donc on a failli se battre. J'ai des problèmes liés aussi à la consommation de cannabis. C'est interdit sur le centre de cannabis ou de cigarettes, de tabac, pardon. J'étais en train de fumer, je ne voulais pas donner à telle personne et il a pété un câble. Il y a aussi eu des problèmes liés à la consommation de cannabis. C'est-à-dire qu'il y a un jeune qui a été surpris en train de consommer du cannabis et donc il a été sanctionné. Mais d'autres jeunes, ça a entraîné aussi comme ils disent, une embrouille avec un autre jeune parce que l'autre jeune voulait qu'il partage. Voilà. Donc, l'opinion sur le séjour, vous avez ici, c'est que les jeunes, il y a eu en fait une sorte de transformation dans le sens que ils ont tous parlé de changements opérés. Par exemple, je ne m'énerve pas avant cette possibilité de pouvoir trouver son temps, quelles que soient les circonstances. Les éducateurs m'ont parlé. Je suis posée. Ces termes de poser, je ne m'énerve pas, sont revenus au cours des entretiens. Je ne suis plus le même. Mais certains ne savaient pas expliquer pourquoi. Ils sentaient qu'ils étaient différents, mais ils ne pouvaient pas expliquer pourquoi. D'autres, les deux mineurs originaires des Antilles, pour ces démineurs, ça a été une expérience pas trop évidente. L'un dit, j'ai l'impression de devenir fou. Les jeunes, l'environnement, je ne communique pas avec eux. Et un autre disait, pendant 4 mois, bon, finalement, j'ai pris confiance en moi, c'est la seule chose positive. J'ai fait des choses sans demander, j'ai juste grossi. Donc, en fait, on passe à l'analyse des résultats. Donc, par rapport à ces entretiens, au début, je vous ai expliqué la démarche initiale, c'était de comprendre, entre guillemets, le ressenti de ces jeunes placés par le juge des enfants au CER de Cacao, de comprendre un peu comment ils appréhendaient le centre et les activités proposées, l'immersion en milieu naturel.
Et finalement, après tous ces questionnements, et par rapport à l'objectif de l'ouvrage collectif sur les rites d'initiation, les rites de passage, donc je me suis dit pourquoi pas utiliser le rite de passage comme outil d'analyse. Avec bien sûr une référence à Arnold van Gennep qui parle de rite de passage et qui décompose ces rites ce rite en rite de séparation, rite de marge et rite d'agrégation. Et c'était pour moi vraiment pertinent parce que j'ai pu, lors des entretiens, aborder cette problématique du changement opéré, du ressenti, bien sûr, de ces jeunes, quant à est-ce qu'il y avait un changement qui s'était opéré depuis leur placement au centre et à l'issue du placement. Parce que cet outil d'analyse a permis de appréhender le rite de passage comme outil d'analyse a été essentiel aussi parce que le centre en lui-même reflétait cet isolement, cette séparation symbolique de tout. Je l'ai également qualifié dans le chapitre de l'ouvrage, dans ma contribution à l'ouvrage, de prison de verdure, parce qu'en fait, il est impossible, les jeunes sont bien sûr, ils sont libres d'aller et venir sur le site, parce qu'ils ne peuvent aller nulle part. Voilà. Donc, la forêt, puisque les activités en milieu naturel, en forêt, permettaient d'appréhender la forêt comme espace liminaire et symbolique, et intéressant également parce que dans la forêt, les règles doivent être assimilées par les mineurs. Même s'ils sont accompagnés par les éducateurs, ils doivent assimiler les règles. Et ces règles ne sont plus ressenties comme une imposition pour sauvegarder l'ordre et garantir la liberté de chacun, mais comme un impératif de survie. Donc c'était essentiel de pouvoir voir dans quelle mesure le milieu naturel avait une place symbolique. Et j'ai donc pris appui sur les travaux de David Le Breton qui parle de la nature comme un maître qui enseigne à ses disciples, qui se donne moralement entière, sans hypocrisie, qui dit le vrai, mais qui énonce concrètement son verdict, en sanctionnant l'erreur ou en récompensant l'action juste. En milieu naturel, même s'ils sont, entre guillemets, rebelles, ils doivent suivre les règles que la nature énonce, en fait, sans les énoncer explicitement. Donc, voilà, je suis un peu... voilà, donc la dernière partie, mais vraiment très rapidement, je suis vraiment désolée, c'est cette réflexion sur de quelle manière le milieu naturel pourrait être utilisé pour la prévention, la réinsertion des mineurs en difficulté, des mineurs délinquants. Pourquoi? Parce que dans dans le contexte national où le débat sur l'encadrement des mineurs délinquants par des militaires, donc je peux citer plusieurs dates, plusieurs acteurs qui militent pour un encadrement des mineurs par des militaires. Ségolène Royal en 2007, qui affirmait, excusez-moi, qui affirmait donc il faudra, je vous le redis ici très clairement, sans détour, développer toutes les formes d'encadrement éducatif, y compris militaire. Ensuite, Gérard Darmanin, qui est maintenant ministre de la Justice et en 2022 ministre de l'Intérieur, qui s'était déclaré favorable à la rééducation des mineurs délinquants par les militaires. J'ai échangé
je cite, j'ai échangé avec le président de la République, Emmanuel Macron, l'un des premiers centres d'encadrement militaire qu'il proposera, c'est-à-dire pour éduquer, pour faire la sanction de ces jeunes qui sont devenus manifestement des gens qui attaquent, qui tuent, qui pillent, eh bien, on le fera ici à Mayotte. 2023, Elisabeth Borne, alors Premier ministre, qui avait annoncé quelques mois après les émeutes urbaines, être favorable à la mise en place, dans certains cas, d'un encadrement de jeunes délinquants par des militaires qui pourront notamment transmettre des valeurs de discipline et de dépassement de soi. Et je ne cite pas la proposition de création d'un service citoyen en 2011 par Éric Ciotti, qui proposait la création de services citoyens, une sorte d'internat dans les centres de formation des établissements publics d'insertion de la défense. Et donc, dans ces établissements, ces mineurs seraient encadrés en partie par un personnel pédagogique composé d'anciens militaires. Donc, la concrétisation de toutes ces propositions, c'est en 2005, militaires, voilà, ou dans des établissements encadrés par des militaires. Il est important peut-être de s'appuyer sur des expériences qui sont, des dispositifs, des expériences qui sont positives, afin de, pourquoi pas, d'élargir ces dispositifs, les multiplier. Et je vois, par exemple, l'atout que pourrait représenter la biodiversité, le territoire de la Guyane française, pour aider, pourquoi pas, à multiplier, à établir d'autres dispositifs qui pourraient concourir à développer ces expériences d'immersion en milieu naturel. Voilà. Je vous remercie pour votre attention. J'ai malheureusement pas pu tout développer. On va être obligé de partager le micro temporairement. Oui. Merci beaucoup, Claire. Et avant de conclure, il nous reste quand même un petit peu de temps pour pouvoir échanger. Le but étant aussi de pouvoir discuter la première question. Valérie, il a scindé les passages en trois étapes. Donc, il y a la phase de séparation, on éloigne le sujet, la phase de séparation ensuite, on met le sujet à la marge. Donc, ça, c'était pour marginaliser les établissements. Elles sont marginalisées eux-mêmes, sont marginalisées par eux, pour ensuite être reconnus, agrégés au groupe dans leur nouveuse vie, dans leur nouvelle position d'adultes reconnus par le groupe. On va les fêter dans leur nouvelle identité sociale. De ce que j'ai compris du fonctionnement du CER, c'est la question de l'agrégation. Donc, on les sépare, on les éloigne de leur groupe, on les met, on les marginalise. Mais se pose toujours la question de l'agrégation. À quel moment, qu'est-ce qui se passe ensuite comme reconnaissance sociale? La question que je posais, c'est est-ce que tu as repéré quelque chose de l'ordre de l'agrégation? Parce que ce qui est souvent compliqué, c'est que quand les jeunes se reconstruisent, s'identifient à de nouveaux acteurs, parce que tu l'as bien montré, tu l'as bien dit, ils apprennent des nouvelles choses, mais après, quand ils rentrent chez eux, dans leur quartier, parfois, l'agrégation, elle ne se fait pas, et ça peut être le passage. Est-ce que toi, tu as appris une autre forme, des formes d'agrégation? Qu'est-ce que tu parles de ça? Voilà, en fait,
après discussion avec les éducateurs, je me suis rendu compte que eux également, ils déploraient l'absence de prise en charge après le CER. Bien sûr, ces jeunes sont pris en charge. Beaucoup sont placés en foyer d'accueil. Par contre, je parle de la prise en charge, l'encadrement, cet encadrement qui n'existe pas pour l'instant. Ça ne veut pas dire que je veux dire, cet encadrement ne se mettra pas en place. Elle se mettra en place si les acteurs décident de mettre les moyens pour sa mise en place. Mais donc, cette troisième étape, en fait, je l'ai analysée, l'étape d'agrégation. Cette étape reste en suspens, puisqu'après le départ du centre, il n'y a pas de suivi. Voilà. Je vais la première question. Yeah. Bonsoir. Merci pour cette présentation. Donc, on va essayer dans ce entretien d'expliquer que les enfants qui sont pas envie de venir chez eux. De l'autre côté, quand vous questionnez, ils ont plus confiance aux amis, pas parents. Vous avez expliqué qu'ils sont envie de retourner chez eux. Est-ce que vous avez repéré plus confiance aux parents? Oui, c'était paradoxal, mais je veux dire du point de vue conceptuel, Van Genep explique également que de toute manière, on ne peut pas rester longtemps dans cette phase de séparation. Il y a la marge, la séparation et l'agrégation. Donc, il est un peu normal que ces jeunes veulent sortir de cette phase et donc veulent revenir chez eux, entre guillemets. Même si on sait, alors vous avez raison, hein, je l'ai exprimé de cette manière, beaucoup parlent ils ont indiqué leur enthousiasme à rentrer chez eux, même si dans tous les cas, ils ont été placés en foyer d'accueil. Ils ont hâte de revoir un certain nombre de personnes. Donc en fait, comment je l'explique, je pense que c'est revenir chez eux, il faut le voir de manière symbolique. Retour à la société, retour dans leur environnement. Voilà. Donc la phase d'agrégation, elle est importante. On ne peut pas garder ces jeunes ne peuvent pas rester longtemps dans cette phase de séparation. Il faut qu'ils fassent. Il faut qu'ils prennent part à cette étape supplémentaire, retour. Et donc je pense qu'ils vivent quand ils parlent de retourner dans la famille, c'est plus symbolique qu'autre chose. Voilà. C'est vrai que je déplore que, et les éducateurs aussi, je leur ai demandé, bon, mais quand vous rencontrez par exemple des jeunes qui sont passés par le CER, comment ça se passe? Est-ce que vous avez des retours? Ils me disent oui, certains gardent le contact ont gardé contact avec les jeunes. Il y en a des fois, ils en croisent certains, demandent des nouvelles. Et voilà. Donc, mais par contre, on n'a pas de données sur cette phase d'agrégation. Comment se passe l'après? Est-ce que ces jeunes à qui on donne une seconde chance de s'insérer, est-ce qu'ils récidivent ou pas? Est-ce qu'ils entrent entre guillemets dans le droit chemin? C'est une interrogation. On ne sait pas. Autre question?
Oui, ce sont des mineurs qui attendent, enfin qui attendent un enfant. Voilà, c'est fini. Bonsoir madame. Alors, Bonsoir. je vous remercie pour la qualité de votre intervention qui permet d'ouvrir le débat et justement de valoriser un dispositif de prise en charge qui est plutôt innovant, qui n'existe pas ailleurs et qui fait ses preuves aujourd'hui en Guyane. Maintenant, j'ai quelques remarques par rapport à votre méthodologie et puis quelques questions aussi sur l'hypothèse que vous développez. En termes de méthodologie, vous indiquez justement, vous partez d'un seul mode de prise en charge, à savoir le CER de cacao, sans parler des autres modes de prise en charge, alors que pour moi, tout s'imbrique et justement, les autres acteurs, les autres modes de prise en charge comme la prison, peuvent avoir une influence sur les critères d'intégration au CER. Aussi, donc vous parlez des institutions qui offrent la protection des droits de l'enfant, faisant référence au groupe SES, alors qu'aujourd'hui, il est quand même assez décrié. On a eu une étude de Mediapart qui définit le groupe SOS comme l'ogre du monde associatif. À l'inverse, on oublie l'administration pénitentiaire, le centre pénitentiaire de Guyane, qui œuvre aussi pour la protection des mineurs délinquants. Il y a beaucoup de programmes qui sont mis en place au sein du quartier mineur. On a aussi le centre hospitalier de Cayenne, à mon avis. On ne parle pas des psychologues, on ne parle pas des addictologues, alors qu'ils interviennent auprès de ce public. On ne parle pas non plus des avocats, alors qu'en Guyane, on connaît la Pierrot du droit, on a beaucoup d'avocats qui interviennent sur le fleuve pour mener des actions de prévention, y compris envers le public mineur. Et voilà, pour moi, tous ces modes de prise en charge s'impliquent. Et on voit aujourd'hui que face à la surpopulation carcérale, on envoie à Cacao peut-être des mineurs qui n'ont pas forcément le profil pour y aller. Et ça joue derrière sur la prise en charge au sein du CER de Cacao. Ensuite, je me questionne aussi sur l'absence de l'éducation nationale au sein du CER de Cacao, quand on sait que les mineurs ont une éducation scolaire. Est-ce que, je ne sais pas, est-ce qu'il y a des professeurs qui interviennent ou pas au sein du CER? Et puis, par rapport à la parole des jeunes, vous dites que la dynamique du groupe est vraiment difficile pour plusieurs raisons. Et vous ne faites pas référence au phénomène de bambinage qui, à mon avis, a son importance en Guyane. Voilà, sans parler des factions qui vont toucher plutôt un public majeur, on a quand même un public mineur qui aujourd'hui appartient à différentes bandes, entre Balata, Chicago. Donc je me demande aussi, voilà, est-ce que ça n'empêche pas une dynamique de groupe au sein du CER? Est-ce que c'est des critères aussi qui sont pris en charge pour intégrer les mineurs ou pas au sein de ce dispositif? Et après, par rapport à votre hypothèse, donc, voilà, est-ce que le CER finalement permet un rythme, un rythme de passage? Est-ce que vous avez aussi abordé ce rythme par rapport à l'angle de la récidive? Parce que quand on dit rythme, ça veut dire qu'il y a un avant et un après, mais quel est l'après? Vous faites un débriefing des mineurs, on écoute les mineurs juste au niveau de la sortie du CER, mais est-ce que derrière, il est prévu de les entendre quelques mois ou quelques années plus tard, pour voir finalement si ça a eu un impact sur leur vie? Bon, bien sûr, la récidive est un phénomène qui est difficile à mesurer, mais est-ce que parmi les jeunes qui sont passés au CER de Cacao, il y a un taux de récidive plus ou moins élevé? Voilà. Et aussi, bah voilà, vous en avez parlé également, mais quel est le but à partir du moment où on sait qu'après la prise en charge est limitée, que ce soit au niveau de l'insertion professionnelle ou sociale, on sait qu'il y a bien un manque de structures d'accueil. Donc, je me questionne aussi là-dessus. Est-ce que vraiment c'est un but ou pas? Ou est-ce que c'est une parenthèse dans un parcours? Merci.
Merci beaucoup pour votre question. Ben, pour vos questions, parce que c'est plusieurs choses. J'espère que j'ai gardé un peu le fil de tout cela. Alors, je l'ai peut-être pas précisé au début, parce que c'est vrai que j'avais cette envie de dresser un peu le cadre juridique, institutionnel qui prenait en charge. Et bien sûr, je n'ai pas détaillé les différents partenaires, les différents acteurs de la protection de l'enfance en Guyane, de la protection des mineurs délinquants. J'ai pointé plutôt les acteurs majeurs. CTG, DPJJ, l'association groupe SOS Jeunesse. Alors, je ne sais pas quel est le... Alors, je vais essayer de répondre à toutes les questions, mais ça va être compliqué. Alors, concernant le groupe SOS, l'association groupe SOS Jeunesse, qui gère le CR de Cacao, moi, je ne connais pas les débats sur la part du groupe SOS. C'est vrai que c'est une association qui boit des millions, qui se positionne dans le domaine social. Mais moi, je dis c'est bien. Parce que si ces associations n'étaient pas là, qu'est-ce qu'on aurait? Moi, j'ai déjà étudié la prise en charge du point de vue historique dans les années 1947 à 54. Il y avait l'Église, les congrégations religieuses. Donc finalement, on ne peut pas, moi personnellement, dans ce que j'ai pu voir, dans l'objectivité que j'ai pu avoir, je ne connais pas du tout je connaissais pas du tout cette association, j'en connaissais pas les membres, mais je les ai rencontrés, j'ai essayé de comprendre le fonctionnement et j'ai été contente de voir qu'il y a un dispositif qui au moins a pour but de faire quelque chose pour ces jeunes en Guyane française. Et pour moi, c'était important. Vous voyez? Donc, vous avez parlé de la gestion pénitentiaire. En effet, je ne peux pas tout aborder. Par contre, ce que je sais, c'est que ces jeunes sont triés. Les 8 jeunes, il n'y a pas que 8 jeunes, en 2022, 8 jeunes mineurs délinquants. Il y en avait 8 mineurs délinquants, il y en avait plusieurs, mais on a trié, on les a sélectionnés par rapport à leur réception, de quelle manière ils pourraient, non, par rapport à leur adhésion, pardon, au dispositif. Est-ce qu'ils vont adhérer au dispositif? Voilà. Donc en fait, il y a une sélection. Et bien sûr, ça ne veut pas, je veux dire, je ne veux pas éclipser tous ces acteurs qui interviennent dans le domaine de la protection, dans le domaine de la prévention de la délinquance juvénile. Voyez? Donc aujourd'hui, vous voyez, j'ai même pas eu le temps de tout développer. En 1h40, on n'a pas le temps de tout faire. Mais ce sera avec plaisir, peut-être une autre fois, de pouvoir développer un autre aspect qui n'a pas été abordé aujourd'hui. Ensuite, vous avez parlé toujours en parlant des acteurs, bien sûr, le CR de Cacao a cette mission de rééducation. Donc, le centre dispose d'un enseignant qui dispense des cours de niveau aux mineurs, bien sûr. Il y a cet aspect de rééducation. Vous avez parlé aussi, quand je n'ai pas mentionné la présence de bandes rivales. Oui, c'est important, je suis d'accord avec vous. J'ai résumé un peu ici, j'étais obligée par rapport au temps, les résultats de cet entretien. Par exemple, le jeune qui a commis, qui est passé devant la justice pour homicide involontaire. Ce jeune m'a clairement dit, je lui ai demandé comment il envisageait l'après. Il a clairement dit, madame, moi je crains un peu pour ma vie. J'espère que je serai passé, je ne sais pas comment, si le juge prendra la décision que je retourne en prison ou que je sois placée. Mais dans tous les cas, je sais que je vais devoir affronter les amis de la personne que j'ai accidentellement tuée. Donc, bande rivale,
je veux dire, bande rivale à l'extérieur, oui. Au sein du CER, j'ai compris également que, voilà, peut-être que cette dynamique ne résulte pas en des petites fractions, parce que les éducateurs font vraiment l'effort que le groupe soit soudé en leur proposant des activités ou qu'ils doivent des activités, des tâches. Donc, je n'ai pas eu cette impression, ni après les entretiens auprès des éducateurs, ni auprès des mineurs. Donc, cette dynamique, elle consistait plutôt dans, voilà, c'est comme si ces jeunes de l'extérieur ne comprenaient pas un peu comment, trop le langage un peu de ces jeunes, langage, comportement, les codes, voilà, les codes. Ils ne comprennent pas les codes. Alors, est-ce que c'est un rite? Alors, on peut faire débat, c'est ouvert à la discussion. Pour l'ouvrage collectif, j'arrive à démontrer de manière, je pense, assez pertinente qu'on pourrait appréhender le centre comme un rite, comme un lieu de passage où ils seraient déstabilisés pour pouvoir reconstruire quelque chose. Le CR de cacao, c'est autre chose. On va passer par le milieu naturel, on va les mettre en forêt. Allez vous disputer, allez dire non au milieu naturel, allez lui dire non, moi je ne veux pas avancer ou je ne veux pas. Non, il n'y a pas de discussion possible. Vous devez aller en forêt, il y a un bivouac, vous devez faire attention, vous allez faire attention. Vous n'allez pas pouvoir vous rebeller ni aller à l'encontre de ce qu'on vous dit, de ce que les éducateurs leur expliquent avant d'effectuer ces activités en milieu naturel. Alors, par rapport à la récidive, vous avez raison, et comme je le disais, aucun moyen de savoir ce que deviennent ces jeunes. Pour moi, personnellement, c'était compliqué parce que moi, j'intervenais avec l'autorisation du CER qui avait la responsabilité de ces jeunes. C'est compliqué parce qu'il y a cette clause de confidentialité et je ne peux pas me permettre ni de prendre leurs coordonnées pour un suivi après. Donc, il s'agit probablement, c'est possible, hein, avec l'autorisation, l'accord de la PJJ, de probablement mettre en place un suivi et il faut déterminer comment se fera ce suivi de ces jeunes qui sont passés par le CER. Mais je ne pense en aucune manière que c'est comme vous l'avez dit, c'est une parenthèse. Parce que c'est démontré que le déclic intervient. Puisque les jeunes ont eu c'est vraiment une majorité, il y a 2 Antillais qui étaient perdus parce que ce n'est pas leur milieu naturel, voilà. Mais les autres ont été contents de ce placement. Ils ont été contents, ils ont eu l'impression d'avoir changé, ça leur a fait du bien. Ce n'est pas une parenthèse, le déclic viendra. Quand? Personne ne sait. Mais le déclic viendra. En tout cas, j'ai espoir. Il y a l'impression, mais peut-être, c'est aussi peut-être que ça peut. Il y a très peu de travaux sur ce qui se passe à la sortie du CER. C'est un peu l'angle mort parce que tout à l'heure, on parlait de l'agrégation. C'est ce qui n'a pas été forcément pensé au début. Ça reste c'est le point faible au départ, ça semble rester le point faible, mais sans doute que ça pourrait être, c'est un travail qui démarre aussi, hein. Sans doute que ça pourrait être le projet du travail. C'est intéressant aussi de penser que peut-être s'il y avait des rivalités, des camps au départ, tout à l'heure, Claire Palmis a mis en avant à travers les travaux de David Le Breton la place de la nature, le fait que face à la nature, on est tous égaux et tous en difficulté parce qu'on doit se plier à ses règles. Dans ce lieu-là, en présence de la nature, par rapport bien sûr à l'accompagnement des éducateurs, les rivalités se sont au moins atténuées pour un temps. Maintenant, on peut aussi peut-être penser ça comme une question à travailler pour l'avenir. Est-ce que s'il y a des gangs,
s'il y a des rivalités entre eux, est-ce que ce lieu-là permet de les effacer? En sachant, la parole à M. Degossin pour la dernière question, en sachant que, par contre, on ne peut pas traiter tout, là, vraiment, la demande qui avait été faite par Jospin Lachance et moi à Pierre Papis, c'était vraiment de travailler non pas sur le groupe SOS, non pas sur les différents lieux de prise en charge en Guyane, mais vraiment sur un lieu qui semble innovant, le CMF Cacao, parce qu'il a quelque chose de novateur. Et tout à l'heure, dans la dernière diapo, on a vu le nom de différentes personnalités politiques, dont pas même ceux de ces personnalités-là qui mènent des vérités politiques présidentielles. Ce qui nous rappelle aussi que la délinquance juvénile est un enjeu politique à la France, que souvent les politiques en faveur de l'enfance délinquante sont beaucoup des politiques en faveur de politiciens. Et l'idée, c'était aussi de penser on peut aussi penser la prise en charge des jeunes, peut-être en revenant à des fondamentaux qui sont, on va retrouver dans toutes les traditions, et qui rappellent que l'homme ne peut pas vivre sans nature et que même si on l'a oublié dans les sociétés dites modernes, la nature, elle fait partie du processus de croissance. La nature et la société. C'était l'idée, et donc l'idée, c'est d'aller voir, l'idée, c'était vraiment d'aller voir dans ce CER quels étaient les processus de transformation. Et c'est vrai qu'il manque forcément des choses, mais on ne peut pas ambitionner de tout voir. Je voulais juste apporter une petite précision. C'est concernant l'absence il y a la protection judiciaire de la jeunesse qui assure un suivi après les placements CER. Et il existe aussi différents types de placements en fonction de la situation du jeune auquel il peut prétendre. Il y a le lieu de vie, donc, qui se trouve à Kourou. Il y a les placements en famille d'accueil, que ce soit à l'UHD ou sinon à TIAS. Et en fonction d'autres types de placements juste avant la détention. À savoir que l'objectif du CER, c'est avant, c'est une alternative à la détention. C'est effectivement dans le cadre d'une récidive, mais c'est surtout effectivement un projet éducatif qui est réalisé donc, pour permettre que le jeune ne soit pas immédiatement incarcéré et il y a une gradation un peu qui est faite. Donc si les jeunes ne respectent pas les conditions au CER, il y a le CEF et après la détention et la PGJ, comme ça a été dit tout à l'heure, effectivement présente au quartier je suis d'accord, excusez-moi, je suis d'accord avec vous. Hein. Quand je parlais du manque d'encadrement, ça ne veut pas dire que le jeune il sort et puis il rentre chez lui. Hein. J'ai bien expliqué qu'il était placé. La plupart sont placés en foyer d'accueil. Il y a un encadrement, bien sûr, puisqu'ils sont encore sous la responsabilité de des PJJ. La seule chose, c'est qu'il n'y a pas de continuité c'est-à-dire qu'il est censé opérer une transformation symbolique, mais après, qu'est-ce qu'on fait pour l'accompagner dans cette transformation, cette nouvelle façon d'être? En fait, c'est cela. Il n'est pas lâché dans la nature, ça c'est sûr. Ils sont placés généralement en foyer d'accueil. Effectivement, le placement, quand je dis le placement, soit en foyer, soit en CEF, ça va être
effectivement le jeune il va être pris en charge, mais on peut difficilement demander à un jeune en 6 mois de changer totalement. Du coup, on ne peut pas forcément dire que on ne peut pas s'attendre à ce que à la sortie du CER, qu'il n'y ait plus qui disent qu'il ne va plus recommencer, qu'il n'y ait plus de passage à l'acte. Ce n'est pas possible. C'est un travail qui se fait, c'est un travail de longue haleine. Et effectivement, même le jeune prend conscience de sa situation, prendre conscience de l'impact des actes qu'il commet, des conséquences sur le soin des victimes. C'est aussi quelque chose qui demande du temps et pas forcément juste après la sortie du travail, effectivement reconnaissable par les citoyens. Oui, voilà. Par contre, ce que je voudrais vous demander, c'est effectivement, il y a cette approche qui est faite avec CER, mais il y a certaines questions que vous avez posées dans le cadre de votre recherche. Est-ce qu'il y a eu cette approche d'allier à la PJ parce que le CER n'est qu'une étape dans la prise en charge au niveau de la chaîne pénale. Donc, et du coup, la PJ assure cette prise en charge avant, donc par le biais on dit socle, avant on disait fil rouge. Donc, du coup, la prise en charge avant et après. Donc, et les chiffres dont vous avez besoin, est-ce que la PJ est en mesure de Alors, c'est une question intéressante. C'est un travail à faire. Prendre contact avec la DPJJ pour obtenir ces données. Et après, j'ai plusieurs réflexions sur les actions, les possibilités les recherches à venir. Mais en effet, ce serait intéressant. Je l'ai envisagé, mais on ne peut pas tout faire tout de suite. Voilà. Mais c'est quelque chose que j'envisage. La partie institutionnelle. Mais disons que la partie institutionnelle est intéressante, mais en fait, elle est traitée déjà. Ce qui n'est pas c'est un travail que j'envisage. Mais après, à vous dire clairement, je suis aussi pressée par le temps parce que je suis maître de conférence en études anglophones. Je dois souvent faire la comparaison entre ce que je fais ici avec un territoire anglophone. Donc en ce moment, je prépare un terrain pour Trinidad and Tobago. Donc c'est compliqué des fois de tout faire, mais voilà, on essaie de faire plus ou moins ce qu'on peut. Voilà. Mais, il y a d'autres questions, mais on pourra discuter à la fin, mais plutôt d'avoir une hémorragie spectateur et puis de frustrer tout le monde, on va devoir s'arrêter là. Alors, juste pour informer, déjà merci à toutes et à tous pour votre présence et puis des questions qui permettent aussi de revoir, de réfléchir parce que ça donne des perspectives ça donne des perspectives pour la suite, notamment la question des contours, qu'est-ce qu'il y a autour du CER avant et après, et ça donne des perspectives. Alors, pour ce qui est des questions que vous ne m'avez pas posées, la suite du cycle de conférence, c'est le 13 février, c'est Yvette Langlade, qui est maître de conférence en agriculture régionale. Elle parlait des rites de passage, mais chez les esclaves, à travers notamment le roman La 13 solitude d'André Schwarzbach. Alors, le cycle de conférence, c'est la partie visible du projet qu'on mène. Ici, nos partenaires sont juste en bas.
engagés, qui nous soutiennent, qui nous ont soutenus, qui nous soutiennent. Il y a tout un travail qui est fait autour de ces deux passages et qui va donner lieu